Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, le maire de la ville ou la mairie de la ville de Douala et les syndicats de mototaxi à couteau tiré. Les syndicats accusent l'exécutif municipal d'utiliser leurs membres à des fins commerciales sans leur consentement. Réaction de la mairie, une entente existe entre les conducteurs de moto et cette administration municipale. Le fin mot de ces litiges à suivre dans cette édition du 20h. Des projections de croissance à la baisse pour le Cameroun sur les 3 prochaines années. De 8% initialement prévus à moyenne par an sur 10 ans, le gouvernement table sur 4,7% de croissance en fin 2027. Une sorte d'aveu d'échec de la stratégie nationale de développement. Cet instrument de planification est la boussole du gouvernement au plan économique depuis 2020, mais son application est plombée par diverses faiblesses. Les explications à suivre au cœur de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Les syndicats des transporteurs par moto et la mairie de la ville de Douala à couteau tiré à l'origine de la mésentente, l'identification des mototaximènes. Les syndicalistes dénoncent la violation de la loi et l'exploitation de leurs membres à des fins mercantilistes. Des allégations bottées en touche par le deuxième adjoint au maire de la ville de Douala. Les explications dans ce reportage d'Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Les syndicats des conducteurs de moto ont une dent contre la mairie de la ville de Douala qu'ils accusent de violer les décrets de 2008 et de 2013 fixant les conditions et modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. Dans le décret 2008, il est dit que c'est les maires des arrondissements avec les organisations syndicales qui doivent identifier, tel que vous voyez dans tout le Cameroun. Mais nous ne savons pas pourquoi le A2, le maire de ville de Douala, et je ne sais pas, en complicité, ou peut-être il pense que ce n'est pas les mototaximans qui vont gagner des milliards, mais qui sachent non. Le véritable problème, c'est que les leaders syndicaux produisaient et vendaient les chasubles à leurs membres. Nous les donnons gratuitement à leurs membres. Voilà le problème, posons-le clairement. Pas de langue de bois. Tous les mototaximens aujourd'hui sont heureux et contents. Chaque fois que nous descendons sur les sites, ils nous applaudissent parce qu'ils ont gardé sur eux. Ils ont quand même déjà économisé cette somme qu'ils déboursaient pour acheter une chasuble. La communauté urbaine de Douala s'est attachée les services d'un opérateur de téléphonie mobile. Les syndicats dénoncent l'exploitation abusive et illégale de leurs membres à des fins mercantilistes et publicitaires. Il va de soi que lorsque le consommateur est appelé à faire peut-être une publicité, il doit être payé. Ça doit être consensuel. Il faut un consensus pour que je fasse ta publicité et non m'imposer à faire ta publicité. On a dit, ok, nous sommes conscients que vous êtes des leaders, vous jouez un rôle social. Nous sommes tombés d'accord que la compensation, en ce qui concerne MTN, c'était de 700 francs par personne enrôlée. Et les 700 francs, 500 francs devraient aller au leader et 200 francs pour le fonctionnement de l'enrôlement. C'est ce qui est en train de se passer. Pour les syndicalistes, ce qui se passe en ce moment à Douala n'est pas de nature à préserver la paix sociale, surtout dans le secteur des motos, déjà en proie à plusieurs difficultés et à la montée de l'insécurité. La communauté urbaine de Douala dit être guidée par la seule volonté de mettre de l'ordre dans le secteur du transport par moto, dans la capitale économique. Dégradation du réseau routier national, on en reparle. Et c'est à partir de Pouma que Martin Barganguele a véritablement exprimé le calvaire, expérimenté le calvaire du trajet entre Yaoundé et Douala à Montenguene, un supplice de 150 km de route pour le nonagénaire qui n'a pu tenir sa langue en bride. Daniel Warren de Zéphirin Gondi et Pierre Lavert du Romban ont refait le même trajet. Reportage. Commence véritablement à Pouma. Après le point de départ qui, bien que tranquille entre Yaoundé et Douala, cache de nombreuses difficultés. Beaucoup de personnes devraient garer leur voiture parce que la route casse. Tous les jours, il faut aller au garage. Nous qui sommes dans la voiture pour arriver à Douala ou bien à Yaoundé, vraiment, 1-2 fois, il faut aller à l'hôpital. La route vers Douala se transforme en un chemin éprouvant. Les usagers de cette route nationale sont très souvent ici confrontés à des conditions désastreuses. Nids de poules, trous béants et virages non matérialisés qui rendent
la circulation périlleuse. La route ne ressemble même pas à une axe lourd qui relie les deux capitales. Cette route unique à double sens, séparée par une simple ligne blanche, augmente le risque d'accident. Entre Boum-Niébel et Missolet, le spectacle est choquant et désolant. Entre Missolet jusqu'au niveau du sommet de côte de Boum-Niébel là, parce que je suis passé tout à l'heure là, vraiment au niveau de Boum-Niébel, il y a un camion qui est entré en brousse là, par rapport à l'eau qui était là. On est arrivé là, on a trouvé qu'il y avait un marquage là, pas possible. Pouma Douala, le spectacle à ciel ouvert d'une route qui a vu mourir de milliers de Camerounais et donc les rafistolages réguliers fait ici inquiète. C'est pour quelques 2 jours. Lorsque la pluie va descendre là, et ça va tout laver, ça va aller dans la rivière. On doit rentrer dans la même misère qu'auparavant. Arrivé à Douala, la pénétrante est une épreuve pour le citoyen lambda qui doit très souvent patienter dans des embouteillages interminables. Chaque soir, là, les embouteillages qu'on endure sur la route, c'est vraiment très grave. Juste parce que les ronds-points sont tellement grands et puis le passage des voitures est réduit au niveau du rond-point. Dans une circulation chaotique très souvent vécue ici, le DGSN, lui, a bénéficié d'une route dégagée, escortée par des gyrophares, pour arriver dans le quartier huppé de Bonaprisme. Mais au fil du trajet, les signes de dégradation des routes deviennent de plus en plus évidents, notamment sur la Besséké, menant au carrefour musique dans le quartier de Bonabéry. Ces images ne sont que les premières illustrations d'une crise routière qui touche la capitale économique du Cameroun. Vous voyez comment à peine on est tenté de rouler et tous les jours on est au garage pour changer les amortisseurs, les pneus. Non seulement tu ne peux pas circuler pendant 1 mois sans aller au garage. Les gens parfois pour sortir à Bonabéry ici pour arriver même Carrefour Musique, tout prend même 4 heures de temps, 5 heures de temps pour arriver seulement à Carrefour. Le véritable défi se manifeste sur l'axe Douala-Moutenguéné. À 92 ans, le nonagénaire va être confronté à une route parsemée de crevasses et d'obstacles. Chaque passage devenant un test d'endurance relevant l'état catastrophique des routes. Martin Bardangeli a ressenti l'inaction des autorités face à ces problèmes chroniques, d'où ces déclarations, soulevant des questions sur la réactivité des autorités publiques. Les inquiétudes qu'il partage pourraient-elles mener à des améliorations significatives des routes au Cameroun? Sa prise de parole inattendue pourrait-elle alors susciter l'espoir d'un changement face à une situation qui perdure et où le rafistolage des routes est devenu la norme? Au Cameroun, pendant ce temps, les effets d'annonce concernant la construction ou la réhabilitation de routes à coût de milliards ne font qu'agacer les populations, qui attendent des solutions durables plutôt que des promesses vides. L'état piteux des routes au Cameroun n'est pas seulement un problème d'infrastructure, c'est aussi et surtout un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Un problème de gouvernance très souvent décrié par Equinox Télévision. Et il faut faire preuve de courage pour s'engager sur l'axe Bafang-Melon sur la nationale numéro 5. Là-bas, toutes les conditions sont réunies pour transformer le voyage en un cauchemar. En plus de l'étroitesse de la chaussée, il y a des buses qui menacent de s'effondrer. Une partie de la route affaissée et abandonnée depuis des années. Les usagers peinent à comprendre l'indifférence du gouvernement face à leur calvaire. Daniel Warrenje de Vivien Tonfac. Un baptême par immersion, le rituel est inévitable pour tous les véhicules qui empruntent l'axe Bafang-Melon sur la nationale numéro 5. Quand il pleut, le trou que vous voyez derrière là, ça remplit tout. Quand les véhicules passent là, ça entre même à l'intérieur. L'état de dégradation de la route a fait naître à certains endroits, comme ici au lieu dit Pettingam, une série de lacs artificiels en pleine chaussée.
Quand une voiture entre dans le cours, là, tu comprends, il y a l'éclatement de la roue. Peut-être il y a un caillou que les enfants ont mis pour embler. Ça pèse la roue. La route reste peut-être bloquée même pour 2 heures de temps. Quand ça reste bloqué pour 2 heures de temps, on doit faire comment? Ceux qui viennent, même les étrangers qui viennent vont souffrir. Quand la route est tellement enclavée comme ça, nous sommes mal à l'aise. Porter les gens, parfois nous entendons et tous les gens tombent à terre. Habitués à vivre des accidents de la circulation provoqués par l'état piteux de la route, les riverains redoutent que le prochain soit une hécatombe. Regardez comment les voitures entrent là. Vous voyez, bientôt quand ça va faire le tonneau, ça va entrer dans le cam qui est plein. On va dire qu'il y a 70 morts, 120 morts. Et c'est en ce moment-là qu'on viendra arranger la route. Leurs inquiétudes sont d'autant plus grandes que les pouvoirs publics sont restés indifférents après un éboulement qui a donné une réputation envahissante à une partie de la route depuis bientôt 20 ans. On appelle ici Manga Pongo parce qu'il y a eu l'écoulement ici. Ça ne nous fait pas du bien, puisqu'on a à chaque fois l'accident ici. Parce que la route n'est même pas bien arrangée. Rien. Et ça a détruit des maisons. Il y avait les habitants ici. Après l'affaissement de l'axe principal ici au lieu dit Kekem 44, la voie de contournement aménagée par un industriel camerounais est devenue définitive depuis 2007. Si les véhicules circulent, c'est aussi grâce aux efforts des populations riveraines qui creusent des flancs de collines pour panser les plaies de la chaussée. Par moment, les gars viennent ici, ils creusent la colline là pour essayer de rembler, mais ça ne fait que s'enfoncer. La peur des usagers, c'est aussi à cause des ponts et bus qui menacent de s'effondrer. Au niveau de la buse là, la buse est percée en bas. La route là va bien sûr se couper. Et il y a des gros porteurs qui participent avec 70 personnes à bord. Quand ils vont tomber dans l'eau, on va venir arranger en ce moment-là. Tous les gens, les grands gens de Yaoundé là, parce que ici, dans l'entrée de l'ouest. D'un moment à l'autre, le pont qui est là derrière, ça risque de nous lâcher. On a juste, je ne sais pas combien de temps ça va encore tenir. Le pont d'une cam. Juste là derrière nous, reliant le littoral à l'ouest. Donc c'est de ce pont que je parle. Autrefois très sollicité, cet axe est aujourd'hui esquivé si bien que la végétation réduit la chaussée par endroits. Quand les camions passent, leur carrosserie la taille les herbes. Sinon c'est que bon, si ça ne taille pas comme ça, c'est que ça, les herbes ont déjà tout envahi la route. Les usagers rencontrés souhaitent que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de cette route dans la vitalité de l'économie camerounaise. Les initiatives des populations riveraines et autres privés ne suffisent pas pour soulager les peines des usagers de l'axe Bafang-Melon depuis le pont sur le Cam, sur la nationale numéro 5. Nous sommes Dani Warren Z2 et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Et plus de 2 semaines après l'accident survenu sur le tronçon Yaoundé-Sang-Mélima au lieu dit Combé, la famille d'une des victimes dénonce le refus de l'agence de voyage incriminée d'assumer ses responsabilités en pareille circonstance. Elle s'exprime dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et Gizogo. Joe Eboutou est un homme en colère contre l'agence de voyage Galaxy qui dessert la ligne Yaoundé-Sang-Mélima. Le 9 octobre dernier, son petit-fils Léonce Aristide Nkoumou, 30 ans, technicien en agriculture, a trouvé la mort dans l'accident de la route impliquant Galaxy Voyage. Nous savions que quand il y a un problème de ce genre dans une agence ou même en particulier, si vous avez un accident en route, la moindre des choses, c'est de prendre les obsèques de la personne qui est morte. Le grand-père du disparu s'insurge aussi contre l'empressement manifesté pour que les obsèques des morts de cet accident aient lieu. On demandait à tout le monde de prendre son corps et aller inhumer. Pour nous, les chrétiens, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas des musulmans. On programme les obsèques. À l'en croire, c'est le comportement du chef d'agence de Galaxy Voyage à Sang-Mélima qui l'a le plus ulcéré. Celui-ci, s'abritant derrière le soutien du couple présidentiel aux familles des victimes pour refuser de financer les obsèques des morts de cet accident. Il me dit qu'on vous a donné l'argent. Je lui ai demandé, est-ce que vous vous situez de la magnanimité du couple présidentiel? Il me dit, tu connais le président où? Depuis quand vous avez reçu ce genre d'aide? En fin de compte, Medjo Eboutou appelle à plus d'humanisme de la part de Galaxy Voyage.
Qu'est-ce qu'il y a à dire qu'on veut s'enrichir derrière l'accident? Moi, je demande réparation. Qu'il s'occupe des obsèques et que prochainement, que cela ne soit plus fait. De son côté, jouant par nos soins, Galaxy Voyage n'a pas répondu à notre demande d'explication sur cette affaire, malgré un entretien de plus de 5 minutes. Pour l'heure, Léonce Aristide Nkoumou repose dans son Saint-Mélima natal, comme les 15 autres victimes de cet accident de la route. Les pluies qui s'abattent sur la ville aux 7 collines ne cessent d'agrandir un ravin au lieu dit chez Mimboman. Sous l'effet des eaux torrentielles, de nombreux enfants ont péri. Face à la menace que représente ce ravin, les riverains interpellent les pouvoirs publics. Joël Sengaï Ben Christi. C'est une odeur désagréable qui attrape à la gorge, qui signale de loin la présence du ravin. De près, les yeux se portent sur un trou de plus d'une dizaine de mètres de profondeur. Au fond de la cavité, des ordures de toute nature s'entassent. Ce ravin qui a déjà rongé une bonne partie de la route est le cauchemar des populations au lieu d'Imimboman Liberté dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Les gens versent les ordures là, ça gêne les habitants qui vivent en bas là-bas. Quand les pluies commencent, les ordures descendent et ça des fois ça entre dans certaines maisons. Quand il pleut, il y a inondation et toute la saleté là nous retrouve en bas. Alors que la saison des pluies est en cours, les populations riveraines accumulent les pertes. Tout mon matelas a pourri. Présentement, je suis en train de voir comment est-ce que je peux acheter notre matelas. Tout mon matelas a pourri. Et les vêtements derrière la maison, il y a les vêtements mouillés, il y a beaucoup de choses qu'on a mis de côté. Nous suivons le ravin qui serpente entre les maisons. Si l'odeur faiblit, les immondices demeurent. Ici, à une cinquantaine de mètres plus bas, le danger a un autre visage. Mais les populations sont peu enclines à en parler face caméra. S'il y a les enfants dehors, la pluie va amener tous les enfants. Même un enfant de 9 ans, 10 ans pas. Les moustiques, les mouches. Il y a les mouches partout. Tu n'as même pas le goût. Ici, là dehors, tu ne peux pas. Tu es toujours enfermé là-bas dedans. Les souris. Tu dois toujours mettre les remèdes des souris comme moi. J'ai mis les remèdes des souris avant-hier. Aujourd'hui encore pour que je mette. Cet endroit n'a toutefois pas toujours été ainsi. C'était le ciment partout ici. En fait, les voitures passaient là. On est tout fermé ici, les voitures passaient là. Du coup, lorsqu'il y a une petite pluie, ça a commencé à creuser. Face au danger que représente ce lieu, la mairie de Yaoundé 4 a à maintes reprises demandé aux populations de le quitter. Manifestement, sans succès. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux le 23 octobre dernier. 4 individus armés en plein braquage d'une boutique au lieu d'Imaké-Perron, Poulain. Après une chasse à l'homme initiée par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral, ces hors-la-loi ont été happés. La reconstitution des faits s'est faite en présence de nos reporters Innocent Béga et Emmanuel Arnaud. Plusieurs téléphones portables de grande marque saisis par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral suite à une opération menée avec succès par le colonel Bikele Pierre-Aimé sur instruction du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Abena Igor, Biboum Pierre et Lunke Patrick ont été interpellés à Botte-Macaque dans le département du Nyon-Ikele par les éléments de la brigade locale. 2 pistolets automatiques saisis lors de leur arrestation. Le complice, Washumo Mojores, sera arrêté à son domicile au quartier Bilonguet en possession de 15 téléphones portables partis de leur butin. Suite aux interpellations, une reconstitution des faits a été réalisée sur les lieux du crime. Tout a été reproduit dans les moindres détails, comme le jour du vol. L'un des braqueurs a d'abord fait semblant d'acheter un téléphone avant de menacer une jeune vendeuse avec un pistolet. Pendant ce temps, ses complices en profitaient pour s'emparer du butin qui se levait à 380 000 francs et 22 téléphones. Tout a débuté par une alerte diffusée sur les réseaux sociaux le 23 octobre dernier. Une vidéo capturée par une caméra de surveillance dans une boutique au rond-point Rampoulin à Maképé montre Lunke Patrick, présenté comme le cerveau de l'opération, en train de menacer la vendeuse avec une arme accompagné de ses complices. Après cette opération fructueuse, le colonel, commandant la Légion de gendarmerie du littoral, a appelé la population à renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité. À la fin de cette opération, nous avons eu
petite insatisfaction, l'absence d'un des maillons importants de ce gang, un certain Toukam qui court encore. Nous avons un problème avec l'utilisation des réseaux sociaux par les populations. Donc, en même temps que nous les appelons à plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, j'en appelle particulièrement à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Les populations devraient plutôt privilégier le contact direct avec les forces du maintien de l'ordre. Une diffusion comme celle qui a été faite dans les réseaux sociaux joue contre l'efficacité de nos actions et même nos opérations. Les présumés braqueurs seront présentés devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. À présent de toute autre chose, l'absence prolongée du chef de l'exécutif municipal de la commune de Bibé, Martin Savom, détenu depuis décembre 2023, dont l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo a considérablement hypothéqué le développement de cette municipalité de la région du centre. Un taux d'exécution physico-financier de 0% du budget d'investissement public au mois de juillet dernier. Malgré sa destitution et son remplacement en avril dernier, le préjudice posé à cette municipalité reste énorme selon les acteurs politiques. Josiane Gok et Kevin Thiogo. Au thème des travaux de la première session du comité de suivi de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public dans la région du centre au titre de l'exercice 2024, la commune de Bibé affiche un taux d'exécution de 0%. L'interpellation et la mise en détention provisoire depuis décembre 2023 de son premier magistrat municipal Martin Savom, soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, chef de chaîne d'amplitude FM, aura considérablement plombé la concrétisation des projets de développement de cette municipalité. Un préjudice énorme de la vie de Vincent de Poliédé, homme politique. Les adjoints au maire ou alors le maire intérimaire en cas d'empêchement du maire n'est en charge que de la gestion des affaires courantes. Il liquide les affaires courantes et ne peut donc pas engager la mairie dans le cadre de la passation des marchés, par exemple. La session du conseil qui a remplacé le maire a eu lieu en avril et le temps que le nouveau maire prenne fonction, je crois que c'est essentiellement ça qui explique le fait que le budget n'ait pas pu être exécuté, le budget. Avec 8 projets dans sa chemise, la commune de Bibé se classe 70e sur les 71 communes que compte la région du centre, derrière Yaoundé 7 et devant la communauté urbaine de Yaoundé. Une situation qui n'est pas sans impact sur le bien-être des populations locales. C'est regrettable ce qui est arrivé dans cette commune-là, mais c'est des projets qui ont déjà été élus et pour lesquels les fonds ont été débloqués et finiront bien par être exécutés, quel que soit le temps que ça prendra. Avec l'élection le 5 avril dernier de Dagobert Avom Abega, des appels d'offres ont néanmoins été émis en juillet dernier pour certains projets. Au Minepat, l'on recommande l'optimisation et l'accélération de la consommation du BIP pour que soient concrétisés sur le terrain les projets pour lesquels des financements ont été alloués par l'État du Cameroun. Et ce, afin d'améliorer de façon durable les conditions de vie des populations. Appel aux jeunes de se lancer en politique, le désintérêt est toujours plus grandissant malgré la mobilisation. Ainsi, à 9 mois de l'élection présidentielle et législative et municipale de 2026, le professeur Jean Baïbek demande à la jeunesse de se débarrasser de tout complexe afin de participer aux jeux politiques pour la défense de leurs droits et intérêts. Eric Florent Ouattata et Jean-Paul Boyon. Au Cameroun, le désintérêt et l'éloignement des jeunes sur les questions ayant trait à la politique reste à ce jour un problème constant dans notre société. Le constat de la désaffection du militantisme jeune en politique trouve ses origines depuis la période coloniale, selon le professeur Baïbek. C'est le colon qui a laissé l'idée selon laquelle les jeunes ne doivent pas faire la politique. C'est archi faux. C'est même impensable. Les jeunes doivent faire la politique. Simplement, le devoir des aînés est de les éclairer pour faire la bonne politique, pour participer, d'abord à bâtir leur propre vie et ensuite à contribuer à la vie de la nation. Et on sait pourquoi le colon voulait ça. Le colon voulait un peuple taré qui ne va pas influencer ou dénoncer ou lutter contre ces activités inhumaines. De nombreux jeunes pointent instamment leur déception envers ce milieu hostile, pris en otage par une caste vieillissante et boulimique du pouvoir, peu incline à laisser place aux jeunes. Pour le professeur Baïbek, abandonner dans le contexte actuel serait synonyme pour les jeunes qui constituent la frange la plus importante de notre population
de valider l'inertie. On nous enseignait que faire de la politique, ne faites pas, c'est votre problème. De toute façon, elle vous fait. Dans un climat politique grippé, l'homme politique spécialiste des envolées lyriques se veut inspirant pour la jeunesse par la parution de son livre. L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi le hamburger? C'est l'idée qu'on est dans un pays plein d'opportunités où tout le monde peut organiser sur quelque chose qui lui permet de vivre avec sa petite famille. Un guide pour les jeunes à se défendre à travers des engagements concrets. Nous vous le disions en titre, le gouvernement revoit à la baisse les ambitions de croissance du Cameroun. D'après le document de programmation économique sur la période 2025-2027, la croissance sera de 4,7% en 2027. Cette faiblesse ou cette faible prévision sonne comme un aveu d'échec de la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui prévoyait une croissance moyenne de 8% sur 10 ans. Les explications de Donald Brice-Kamgang et Josiane Gog. L'activité économique tournera au ralenti sur les 3 prochaines années, 2025, 2026 et 2027. La projection est décrite dans le document de programmation économique et budgétaire sur ce triennal. Concrètement, le taux de croissance sera de 4,7% en 2027, bien loin des 8% en moyenne, prévu entre 2020 et 2030. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le gouvernement est tout simplement honnête. Sur les 5 ans qui commencent, je n'ai pas pu faire 6%. C'est de l'ordre de 4%, 4,7%. Accessoirement, on peut à peine péniblement dépasser 5%. La stratégie nationale de développement 2020-2030 est principalement adossée sur la réduction des importations de produits alimentaires, riz, maïs, blé, poissons, entre autres. Or, depuis 4 ans, les subventions prévues pour augmenter la production locale dans ces filières affichent peu de résultats. Les dépenses d'achat de ces denrées à l'étranger tournent toujours autour de 600 milliards de francs CFA l'année. En plus de cette forte dépendance aux importations, il y a la question de la crise énergétique. Sans l'énergie, monsieur, vous ne pouvez pas avoir l'industrie. Si vous n'avez donc pas d'industrie, la politique d'import-substitution devient un vain mot. Parce que la politique d'import-substitution vise quoi? Tout ce que j'avais l'habitude d'importer, je vais simplement importer les lignes de production. J'installe donc ces lignes ici. Et comme j'ai pour l'essentiel la matière première ici, même si je ne les avais pas en intégralité, je fais venir simplement la matière première et je transforme localement pour exporter, d'abord pour déverser sur le marché camerounais et l'excédent de production est déversé soit dans la sous-région Afrique centrale, soit au niveau du continent africain. Autre problème, le désenclavement attendu des bassins agricoles pour booster la production locale. La réhabilitation des infrastructures n'ont pas suivi. Illustration, la lettre du président du GECAM adressée en juin dernier au ministre des Travaux publics sur la dégradation des routes nationales et les effets néfastes sur l'activité des entreprises. À l'international, le gouvernement note des perturbations toujours en cours dans les chaînes d'approvisionnement, mais signale tout de même une baisse de l'inflation en 2027. Les prix devraient revenir au seuil communautaire de 3%, d'après le ministère des Finances. Et en page sport de ce journal, qu'est-ce qui bloque le paiement des primes des athlètes kenyans ayant participé au marathon international de Douala? 5 jours après la fin de la compétition, le comité d'organisation campe sur sa position de payer les athlètes ayant terminé sur le podium après les résultats des tests antidopage. Les athlètes kenyans vainqueurs du tournoi, quant à eux, trouvent cette attente très longue. Théophile Tchunke, Fabrice Loum. Plus de 72 heures après leur départ du Cameroun, les athlètes kenyans ayant préparé au marathon international de Douala n'ont toujours pas retrouvé la sérénité. Ils restent dans la détresse en attente du paiement de leurs primes, estimées à 6 millions de francs CFA. Nous avons tous participé au marathon international de Douala. Cette dame était vainqueur du marathon. Celle-ci était deuxième et lui était premier chez les messieurs. Depuis lors, nous n'avons plus reçu aucune information concernant le paiement des primes. Nous avons écrit à Tara Sport pour nos primes, mais jusqu'ici, il n'y a toujours pas de suite. Dans un communiqué officiel, le comité d'organisation avait annoncé le paiement des primes pour le 30 octobre dernier. Mais jusqu'à ce jour, les athlètes ayant terminé sur le podium courent toujours après leur dû. Approché par Equinox Télévision, un membre du comité d'organisation confie sous cap que la première phase de paiement ne concerne que les bénévoles et les athlètes ne figurant pas dans le trio des têtes. Précisons que William Ruto, un des Kenyans participant à ce marathon,
et classé 6e à l'issue de la course, a reçu son dû avant son retour au bercail. J'ai reçu mon argent, Comme lui, bien d'autres athlètes et bénévoles ont reçu leur prime de participation. Sauf que les coureurs ayant terminé sur le podium, mesdames et messieurs, doivent attendre les résultats des tests antidopage comme exigé par l'article 10 du règlement de ce marathon international, précise le comité d'organisation. Mais à quand donc les résultats de ces tests antidopage? Là reste le gros mystère autour de cette affaire où ni le règlement ni le comité d'organisation ne répondent clairement à cette question. Un public reportage dans cette édition du 20h. Orange Money, à travers son concept Bango Bango, offre des bourses scolaires d'une valeur de 100 000 francs CFA à ses nombreux clients et partenaires dans les régions de l'Ouest, Yaoundé et Garoua. Une initiative salutaire en cette période de rentrée scolaire. Reportage. Idole. Les Tanksino, Orange Money, mon combat. Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. Mets-nous en haut, Je suis très heureuse ce soir de faire partie des heureux gagnants de lot Orange Money. Ce lot me permettra, comme tout parent, d'alléger certaines difficultés que j'ai concernant la scolarité des enfants et autre chose encore. Et pour cela, je dis merci gouvernement à Orange Money. Moi, j'ai été informé hier. On m'a appelé. J'ai cru que c'est les Blancs, que sont les faux, les arnaqueurs qui font chaque moment, ils embrouillent les Camerounais là. Merci à Orange Cameroun d'avoir pensé à nous. La rentrée scolaire serait cette année facile à nous. Les Tanksino, Orange Money, mon combat. Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. Mets-nous en haut, Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. C'est une grande joie pour moi de bénéficier de cette campagne Back to School d'Orange. Cela donne un ouf de soulagement à chaque parent. Je suis très contente, je suis parent. Et actuellement, hier même, on a chassé ma petite fille de l'école pour la pension, la suite de la pension. Donc ça va beaucoup m'aider pour payer la pension des enfants. Tu es mon rock et mon bouclier. Mes transferts des pots sont sécurisés. Les prix des retraits ont même diminué. Les factures, les courses, tout ça paye mon simplifié. No matter your network, your business, your village, your viewing, your feature, Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. Mets-nous en haut, Orange Money, toujours à mes côtés. Orange Money, c'est ton pied, mon pied. Tous les réseaux, ça me pousse encore à pouvoir multiplier plus d'efforts dans l'avenir et à pouvoir grandir mon parc de clients. Combien de joie avec Orange Money, Bango Bango. Ici à Garoua aujourd'hui, nous sommes venus célébrer avec les gagnants, clients et partenaires Orange Money dans le cadre de la campagne Back to School que nous avons lancée depuis le 26 août 2024 qui visait à célébrer 1000 gagnants de par le Cameroun en leur attribuant une bourse de 100 000 francs CFA sur la base d'une transaction Orange Money d'une valeur minimum de 5 000 francs. Orange Money is willing to help the family during this back to school period. And we are here to offer our support to make sure that the family are going through it with all the support they need. Nous sommes aux côtés des populations du Cameroun pour les aider, pour leur permettre d'avoir des rentrées faciles. Et nous le faisons autant pour moi dans le cadre de notre responsabilité citoyenne et la participative au développement du pays. Orange Money et toi, c'est Bango Bango. Orange Money.
Et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alaotou et ses invités. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe Bissaï, national numéro 5. On va partir comme ça du rond-point Bekoko, l'échangeur Bekoko, pour ceux qui connaissent la géographie du département du Vouri. Là, Bekoko, nous sommes dans le département du Mongo. National numéro 5, rond-point Bekoko, Bandjoun, soit 219 km. Mais notre reporter, il faut le dire, Vivien Tonfak, Dani Warenzede, ont fait la section Bafan-Melon. Serge Alaotou, il faut faire preuve de courage pour s'engager sur cet axe, Bafan-Melon, sur la nationale numéro 5. Là-bas, toutes les conditions sont réunies pour transformer le voyage en un cauchemar. En plus de l'étroitesse de la chaussée, il y a des bus qui menacent de s'effondrer et une partie de la route affaissée et abandonnée depuis des années. Les usagers peinent à comprendre l'indifférence des pouvoirs publics face à leur calvaire. Serge Alaotou. Voilà, vous avez sorti le mot indifférence. On va comprendre tout à l'heure. C'est l'essentiel dans Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous lundi. 20h. La suite, c'est en plateau. D'abord, bon week-end à vous, Julien Berthe-Bissay. Excellent week-end, Serge. Voilà. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités. Alain Brice Tala, Alexis Kaldiop, Serge-Henri Calbin et, bien évidemment, l'homme de Melon. Il va vous en parler ce matin parce qu'il emprunte cet axe-là presque tous les week-ends. Joseph Tafo, dites-nous, vous avez vu cet élément, Dani Warenzede et Vivien Tonfak, ils ont refait le trajet, une partie de la nationale, Bafan-Melon. Les images, c'est le même ressenti que vous avez lorsque vous êtes dans une petite voiture ou bien dans un gros porteur? C'est compliqué. Je ne sais même pas si on peut trouver suffisamment de mots pour expliquer ce qu'on vit, ces gens-là. Parce que très souvent, j'en parle aux gens en off, mais que de voir ça de cette façon, si vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir. Sur 160 km, je vous dis, on fait facilement 6-7 heures de temps. Le problème, ce n'est même pas seulement le nombre de temps qu'on met pour parcourir ce trajet-là. C'est l'état dans lequel on se trouve à l'arrivée. Quand vous avez fait les 7 heures à l'aller et que vous imaginez que vous allez refaire le même trajet au retour, vous tombez malade. C'est très très compliqué. Avec les grosses voitures encore, ça se gère. C'est vrai que ça prend plus de temps, mais parce qu'ils ont les gros pneus, ils absorbent facilement les petits trous. Ce ne sont un peu, je ne sais pas si on va appeler ça ni de poule ni d'éléphant, ou alors un stade de songo, parce qu'à chaque tous les 2 cm là, il y a un trou. C'est très très compliqué. Voilà pourquoi en première partie, je me posais la question de savoir, quand on parle de priorité, la priorité c'est pour qui? C'est pour le citoyen ou alors c'est pour les décideurs, c'est pour les gouvernants. Parce que s'il fallait regarder la priorité du côté du citoyen, il y a le trafic que cela produit. Par jour, sur cet axe-là, il y a moins de 2000 véhicules qui passent. De Douala à Melon, il y a 2 péages. Ça signifie que quand je pars d'ici, pour Melon, je paye 1000 francs à l'aller comme péage, 1000 francs au retour. Par jour, au moins 2000 véhicules qui passent. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a que c'est un bassin agricole. Tout le monde n'oublie pas que le Mongo peut nourrir substantiellement, c'est-à-dire que suffisamment, la population camerounaise. Comment est-ce qu'on se déplace avec les produits agricoles? Je vous parle en tant que planteur. Je suis d'abord fils planteur, mais je suis planteur moi-même. C'est-à-dire que quand je vais tout le temps, ce n'est pas seulement pour les balades. C'est pour aller dans mes plantations. Il y a les plantains, il y a les ignats. J'ai beau faire de récolter au champ. Mais comment est-ce que je fais pour le transporter du champ jusqu'à la maison? Et de la maison pour Douala. Et quand je mets au marché pour vendre, le malheur voudrait encore que c'est l'acheteur qui m'impose son prix. Il ne tient pas compte de la difficulté que j'ai parcourue pour arriver au champ pendant que je cultivais. Des intrants agricoles même qui deviennent de plus en plus chers parce que ça influence naturellement l'état de la route
et d'autres raisons qu'on n'arrive pas à nous expliquer, parce qu'il y a 5 ans, le prix de l'engrais coûtait 15 000, aujourd'hui il est à 35, 40 000 francs. On ne nous explique pas comment est-ce qu'on peut passer du simple au quadruple. L'acheteur ne tient pas compte de ça. J'ai pu récolter. J'ai quand même transporté à la tête, parce qu'il faut préciser que si vous ne le transportez pas vos produits à la tête, du champ pour la maison, il faut le transporter en moto. La moto, même déjà, c'est un autre problème. J'ai plein d'enfants là au village parce que les routes de motos sont en rail, hein, parce qu'ils ont choisi un passage là, comme ça, là, c'est là où on roule avec les roues de moto. S'il y a une autre moto qui vient, on porte on au champ. La première passe d'abord et puis l'autre on remet sur la route pour continuer. Les charges. J'ai des enfants qui ont vu les pieds cassés complètement. Parce qu'à vouloir forcer à un moment donné avec les charges sur la moto, ça tombe complètement sur lui et ça casse le pied. Donc vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi on se pose la question. La priorité, c'est où? C'est pas leur niveau naturellement. C'est pas eux qui ressentent la priorité. C'est pas nous du moins la priorité c'est pas pour nous, c'est pour eux. Ils n'investissent pas sur ce trajet-là, c'est pas parce que l'argent manque, non. Si on peut faire la moyenne, n'allons même pas sur le budget, parce qu'on va considérer que plusieurs routes dans le pays ont besoin d'être reconstruites ou bien d'être reprofilées ou d'être arrangées. On s'en tient uniquement à ce que cette route est capable de produire. Est-ce qu'avec cet argent, on ne peut pas arranger ce qui est... C'est-à-dire qu'avec l'argent, qu'est-ce que cette route produit? Donc voilà que c'est compliqué. Où est-ce que ça part? Il n'y a pas de réponse, malheureusement. Brice, cette route, la nationale numéro 5, au regard de ce qu'il vient de développer, est-ce que, je ne vais pas dire comme Julien Berthe-Bissaï, est-ce que vous sentez qu'il y a un véritable problème? Est-ce ce coin est lésé? Il faut vivre sur notre planète pour ne pas constater qu'il y a un véritable problème. Je vais me rendre... Au regard de ce qui sort de cette région-là comme produits agricoles, vous avez le marché Sandaga, non loin d'ici. Les produits prennent la direction du sud pour traverser même la frontière, la Guinée équatoriale, le Gabon, tout ça. Pourquoi cet axe est dans cet état, selon vous? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi, pas seulement cet axe, pourquoi toutes les routes du Cameroun, pourquoi tous les axes du Cameroun? On parlait de priorité. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on s'y pense? Justement, parce que c'est vrai que ce sont des priorités, mais ce n'est pas l'apanage de cette localité-là. Pourquoi tous les axes du Cameroun sont dans cet état. Donc je disais que je vais me rendre dans mon village tout à l'heure. Et rien qu'à l'idée d'y penser, je suis saisi de migraines, de courbatures, de frissons. Parce que... Vous devez revenir avant lundi. Je vais revenir avant lundi parce que le spectacle est désagréable. Il est horrible. J'ai regardé avant le journal de tout à l'heure, j'étais en train de dire que j'ai regardé une photo qui nous présentait la route Bafang-Bafoussam dans les années 50. Et la même route, actuellement, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Comment ça, il n'y a pas de différence? Parce qu'elle s'est dégradée, c'est vrai qu'elle a été aménagée. Il y a la photo en couleur et la photo en noir. Bon, ouais, c'est ça. C'est ça la différence, si vous voulez. Donc, on dit, quand la route passe, le développement suit. On peut comprendre très aisément quelle est la raison du niveau de développement du Cameroun actuellement. Je vous donne deux images. La première image, c'est que plusieurs fonctionnaires qui sont affectés dans les localités reculées du pays refusent de s'y installer du fait de la dégradation des routes qui y conduisent, mais également du fait de ce que dans ces localités, on n'a pas aménagé des endroits où ils peuvent être hébergés. La conséquence, c'est que ce sont les populations de ces localités, ce sont les élèves de ces localités, disons de façon globale, parce que nous parlons des fonctionnaires de façon globale. Les élites, vous voulez. Ce sont les populations de ces localités qui en payent le lourd tribut. Je suis enseignant, je vais parler des enseignants. Quand l'enseignant ne va pas dans la localité où il a été affecté,
Ce sont les élèves qui perdent des cours. Pourtant, la nation a besoin de ces élèves pour participer au développement, la construction du pays. L'autre image que je voudrais vous présenter, c'est celle de cette vieille maman. On en a parlé tout à l'heure, de cette vieille maman qui a son champ dans son village, mais dont les produits pour être écoulés ont besoin des routes. J'ai suivi un reportage qui a été fait sur des commerçantes d'une localité pas très loin d'ici, de la ville de Douala, qui se plaignaient de ce que, quand elles sortent du champ avec leur production, avec leurs produits, ce sont les commerçants, ce sont les acheteurs, les revendeurs de Douala qui viennent acheter sur place parce que eux, ils ont des moyens qui leur permettent d'aller vers les producteurs et sur place, ils leur imposent leur prix. Ils leur imposent leur prix. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La conséquence, c'est que la vieille mère qui va au champ, qui se bat pour élever ses petits-enfants, est obligée de brader les produits qui sont issus de son travail champêtre si elle ne veut pas voir ses produits pourris. Donc vous voyez que pendant qu'une partie du pays évolue dans un développement à part de tortue, il y a d'autres parties du pays qui restent dans le sous-développement parce que les routes qu'elles attendent, que ces parties du pays attendent pour acheminer leur production dans les zones de distribution et de production ne viennent pas, étant à l'avenir où elles viennent très, très lentement. Donc voilà deux images qui peuvent illustrer les conséquences que l'état des routes dans notre pays peut avoir sur le niveau de développement de notre pays. Ne parlons pas du corridor Douala-N'Djamena ou Douala d'autres pays. C'est assez éloquent. Voilà. Alexis Kaldjob, restons sur cette nationale numéro 5. Voilà. Bekoko Banjoun. Vous avez vu l'élément proposé tout à l'heure. Est-ce que on a comme il a pris une image, hein, on a comme l'impression que nous sommes revenus beaucoup d'années en arrière. Est-ce que cette image-là, qu'est-ce que ça vous fait de voir un axe aussi important, surtout sur le plan agricole, hein, tout ce que la région de l'Ouest, tout ce qui sort de là-bas, l'Ouest et le Mongo apportent et à la capitale économique, à la capitale politique et même aux pays voisins. Le constat est tout simplement alarmant. Alarmant pourquoi? Parce que l'Ouest Cameroun est un bassin économique du Cameroun. Et ça fait encore plus mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le responsable de la construction des routes, on regarde sa position d'où il est issu, on constate tout simplement qu'il est ressortissant de cette zone. C'est comme si je vis chez moi, ma propre maison elle est sale, mais je m'avais balayé la maison du voisin. C'est incompréhensible. D'autant plus qu'on connaît ce que l'Ouest Cameroun peut ressortir en termes d'économie. On parlait du Mungo. Regardez vous-même. Le Mungo. Ce que le Mungo peut produire pour l'État du Cameroun, ce que le Mungo peut produire pour l'État du Cameroun. Et lorsqu'on regarde la route qui peut rallier le Mungo et la ville du littoral, vraiment, c'est incroyablement un désastre. Vraiment. Et ici, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de tirer sur l'accessoire. Parce qu'en réalité, le problème n'est même pas l'accessoire. Le problème est le principal. Parce qu'il faut résoudre le problème chez le principal. Hein? Et suivez mon regard, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que je suivais tout à l'heure l'émission au journal, le professeur Bayebek disait que on a appris aux jeunes, on a démontré aux jeunes que la chose politique n'est pas la leur. Mais c'est incroyablement faux. C'est incroyablement faux. Les jeunes ont plus à gagner par rapport aux vieux de s'investir massivement. Parce que lorsqu'on demande aux jeunes d'aller s'inscrire pour pouvoir voter et défendre leur vote, pour que ça puisse changer, ils sont... Je sais pas ce qui se passe en fait. Le constat est incroyablement désastreux. Ici, nous sommes dans un pays où nous connaissons tout ce qui se passe. Si nous acceptons encore en 2025 aller où nous connaissons, c'est que nous acceptons encore rouler sur des routes très gâtées, arriver dans des hôpitaux qui n'ont pas de plateau technique,
c'est qu'on a aussi accepté les coupées interprétives de lumière. Donc c'est tout cet engrenage-là que on va accepter encore en 2025. Décidément, je finirai par dire que vous pouvez me permettre, le RDPC, en ce jour d'aujourd'hui, est une marque. Vous allez m'excuser si j'utilise trop les termes techniques. Je suis un ricochet issu de l'école économique des sciences, de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ESSEC. Donc, je suis issu du marketing. Donc, le RDPC aujourd'hui est une marque. Et lorsqu'on prend le cycle de vie d'une marque, une marque naît, elle grandit, elle atteint la maturité, la saturation, ensuite le déclin. Et maintenant, lorsqu'il arrive au déclin, parce qu'il y a la saturation, hein, maintenant ils sont en train d'entamer la phase du déclin. Et lorsqu'on arrive au déclin, quelles sont les actions à mener sur le produit? Mais il y a deux actions, soit reformer le produit, soit abandonner le produit. Mais là maintenant, l'action contrairement au marketing, nous, ici, nous jeunes, nous avons plus à gagner. Pourquoi? Parce que notre voix compte. Hein? Eux, ils peuvent décider de reformer le produit, mais nous, jeunes, activement, nous pouvons décider, bon voilà, ce produit, on ne le veut plus, on va passer des X, maintenant à Y. Okay. Merci. Voilà. Serge-Henri Kelbin, cet axe, vous avez comme l'impression qu'il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Pourquoi il est dans cet état? Non, je pense... Voilà, national, est-ce qu'il y a un problème national numéro 5? Non, pas vraiment, parce que vous voyez, la nationale numéro 5, à un moment donné, fait une fourche. Il y a le côté qui va vers Bafan, et il y a l'autre côté qui va vers Sancho. Vous avez vu à quel point la zone de Sancho aussi c'est complètement dégradée. Elle est dégradée. C'est des routes où, quand on était plus jeune, hein, on faisait peut-être du 160, on roulait très vite. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire même du 80 km à l'heure parce qu'il y a trop de... Voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, Serge Alain, il n'y a pas un problème national numéro 5. C'est un problème global, comme il a semblé le dire tout à l'heure. Parce que figurez-vous, je dois attirer l'attention de ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs. Le problème est infrastructurel. Et quand je parle d'infrastructure, je ne parle pas seulement des routes. Vous faites Bordeaux-Paris 720 km en 2h30 en TGV. Vous faites Douala-Yaoundé moins de 250 km en 5 heures. En quoi? En train, le train là. Vous appelez votre train comment? Je ne sais pas c'est quoi. C'est le train express. Intercity. Bon, c'est quoi, c'est Jalais? On a un train. Cambraille a quand même. C'est même pas un produit Cambraille, c'est un produit Mobilail, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, je parle des infrastructures. Le problème que nous posons sur les infrastructures routières, on les retrouve dans d'autres secteurs comme les infrastructures énergétiques, les infrastructures ferroviaires, où je vous fais comprendre que vous faites Bordeaux-Paris 720 km en 2h30. Vous faites Douala-Yaoundé, moins de 250 km en 5 heures. C'est tout simplement pour démontrer que le Cameroun qui s'est fixé le cap de l'émergence en 2035, c'est utopique, doit impérativement et de manière urgente faire ce qu'on appelle la réingénierie du Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut repenser ce pays sur tous ses aspects. Parce que nous avons les moyens, les capacités et le potentiel humain. Oui, mais c'est même pas arrivé, Serge. Non, il a dit qu'en marketing, il y a des produits. Non, c'est vous qui qu'il a demandé. Le RDPC a des ressources. Si on a dit que le ministre des Finances, le Cameroun ne serait pas comme il est là. Vous comprenez qu'avec le RDPC, on a des compétences qui peuvent faire autre chose. Les seules ressources existantes dans le RDPC, c'est les forces pour détourner l'argent. Non, pas forcément. Non. Quand vous étiez suivi le LALO, c'est les seules ressources qui existent. La route de Ekok jusqu'à Manfred n'existait pas, ça il faut le reconnaître. Le goudron ne quittait pas de Bertois pour Yokadouma, ça n'existait pas. La route
ils vont pas. Les financements sont déjà là. Ça va être fait. Moi, je voulais tout savoir. Merci. Le Cameroun a la capacité de redresser la barre et de faire beaucoup mieux. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci, cher monsieur. Merci, Brice. Merci, Alexis. Merci à vous également, Serge Henri, ainsi que Joseph. C'est un plaisir, Serge. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Prochain rendez-vous lundi 19h. Bon week-end à tous.